un focus plutôt tourné autour de l'emploi de la terre, du matériau terre, mais peut-être pas seulement. Donc je vais les inviter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Christophe Sarrazin, responsable d'opération pour un bailleur social Aquitanis au PHLM de Bordeaux Métropole. Et donc là, on va parler d'un projet sur Biganos avec Olivier Legrand, qui est l'architecte de ce projet-ci. Donc d'abord, pour vous présenter un petit peu Aquitanis sur Bordeaux Métropole, on existe depuis 120 ans maintenant, on a 360 collaborateurs sur la métropole, 4 agences de gestion et on construit pour des logements sociaux pour tous les habitants de la métropole. Mais on s'élargit également en dehors de Bordeaux Métropole, puisqu'on va sur le bassin d'Arcachon, notamment à Biganos, au Dange, où on fait des constructions. On est descendu un peu dans les Landes du côté du Mimizan, on est allé jusqu'à La Rochelle, dans le Lot-et-Garonne. On a bougé un petit peu partout dans le coin, mais toujours proche de Bordeaux. Et actuellement, on gère pratiquement plus de 20 000 logements sur notre patrimoine. Mais on ne fait pas que construire des logements, on intervient aussi dans l'aménagement urbain, l'accompagnement. On participe pour la création de ZAC dans différentes communes. On a la maintenance effectivement de tous nos logements. On fait toute la gestion de résidence puisqu'on fait donc la gestion de proximité, 4 agences comme je disais. Mais on gère des logements étudiants, on gère des EHPAD, des foyers également de jeunes travailleurs et des commerces que l'on a aussi en pied d'immeuble. Et pour gérer tout ça, on fait de la vente aussi. On a créé maintenant Coopère qui permet de gérer un syndic de copropriété puisqu'on vend aussi certains de nos logements. On fait de l'occupation temporaire avec plateau urbain également. Donc, je vais venir maintenant sur la ZAC de recomposition de la ville de Biganos, qui se trouve dans la communauté du bassin sud, un peu sur le sud-ouest. Il y a le projet de la mairie était de réhabiliter tout le centre de la ville de Biganos. Et donc, on a été retenu pour gérer toute la ZAC sur ce cadre-là. Pardon, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose que l'on a fait, qu'on a commencé à travailler avec la mairie depuis 2008-2009. Donc le maire, M. Lafont, s'est beaucoup investi dans ça, étant lui un habitant et né sur Biganos. Il est exploitant forestier et donc il a souhaité créer cette ZAC. Et avec lui, on a établi tout un système de conception, de concertation des habitants pour pouvoir savoir où on allait intervenir sur toute la ZAC, quels étaient les lieux. Et on a fait des diagnostics en marchant avec les habitants pour arriver à trouver une maîtrise d'œuvre urbaine et un plan guide, et commencer les travaux de l'aménagement de la ZAC en 2019. Voilà les différents... Tout ce qui est entouré en rouge concerne les éléments qui sont inclus dans la ZAC, avec différents endroits qui étaient déjà construits, des anciens hangars, des friches industrielles, des parcelles privées, des friches commerciales, que l'on a démoli pour pouvoir reconstruire du logement privé, donc promoteurs privés qui vont construire, et nous, à Aquitanis, en bailleur social, où on a gardé des îlots également pour faire de la construction de logements sociaux. Et dans la création de cette ZAC, il y avait évidemment un cahier des charges que l'on a voulu mettre en place avec l'appui de la mairie, parce que sans l'appui de la mairie aussi, on peut pas faire grand-chose. On voulait utiliser les matériaux
locaux. Comme disait M. Lafont, utiliser les matériaux que l'on a sous nos pieds, puisque Biganos était déjà, il y a quelques siècles de ça, une extraction pour de la terre crue, et qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été construites en terre cuite, donc à l'époque, et terre crue. Et donc, ils voulaient utiliser ça, et utiliser également le bois. Et pour cela, on a travaillé avec une carrière locale qui se trouve à 20 km de Biganos, à Le Barp, qui extrait de la terre crue directement. Et a priori, il y a un gisement qui est quand même assez important. Comment ? Les argiles, sur laquelle on a travaillé donc avec Terre et Céramique de Gascogne, le nom de l'entreprise, on ne va pas les citer. Donc, on savait que les qualités du bois qui étaient, et de la terre crue que l'on voulait mettre en place, donc on en a parlé avec les précédents intervenants, des qualités qui sont fournies par le bois et la terre crue, et on a voulu mettre ça en place sur cette ZAC, parce que dans le cahier des charges, c'est également imposé à tous les constructeurs de pouvoir utiliser les matériaux biosourcés et géosourcés. Donc pour pouvoir arriver à construire ça, durant toutes ces années de conception, on a cherché à utiliser bien sûr tous les ingrédients locaux, et on a construit un petit bâtiment qui s'appelle ici Bigre, dans lequel on a montré quels étaient les matériaux, comment on pouvait les utiliser pour pouvoir après construire les logements. Donc dans ce petit local, on peut utiliser la terre crue en brique, béton de chanvre, ossature au bois également, la brique terre crue et cuite en extérieur que l'on a réalisé. Donc pour pouvoir construire ça, voilà un peu les prescriptions sur lesquelles on partait, après des constats et sur ce que l'on souhaitait réaliser dans les constructions. Donc matérialité, le confort de l'habitat, surtout rechercher que les occupants puissent être dans un environnement favorable et performant sur tous les domaines au niveau isolation. Mais tout ça, utiliser notamment la terre crue, on basait beaucoup sur la terre crue et l'ossature bois. C'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas forcément, puisque on avait des obstacles quand même assez importants à franchir, puisque la terre crue ici n'est pas forcément très, très connue sur les techniques, elle est peu exploitée également. Il y a un manque de culture générale, ce qu'on en parlait, mais ça commence à apprendre. Il y a le savoir aussi faire, où on en parlera tout à l'heure, on a eu beaucoup de mal à trouver des gens pour pouvoir réaliser la terre crue. La mise en route également, parce que ça a été très long. Je vous en parlais tout à l'heure pour la résidence dont on va voir ça. Et les normes et les réglementations auxquelles on est soumise pour utiliser la terre crue dans les logements. Donc tout ça, le fait de mettre tout ça en place amène des surcoûts pour la réalisation. Et en tant que bailleur social, et pour trouver des logements à des coûts de loyer qui soient raisonnables, il faut savoir maîtriser tout ça. Et donc, il y a tous les coûts qui viennent se rajouter, d'expertise, d'assurance, de bureaux d'études, de contrôle et de vérification, et des entreprises qui viennent mettre en place. Donc, effectivement, un coût assez important là-dessus. Donc, on en est arrivé quand même à pouvoir créer la résidence Terra et Silva Boyenne, qui parle d'elle-même pour le nom, hein, terre et bois, Boyenne pour les Boyens. Donc, on est intervenu sur une assiette foncière de plus de 7000 m². Et donc, c'était construire, comme je disais, avec ce que l'on a sous les pieds. Et on a réussi à pouvoir faire 93 logements qui ont été répartis de la façon suivante. On a eu 69 logements familiaux qui sont en construction ossature bois, matériaux biosourcés, mais sans terre. Et on a 10 maisons individuelles, 10 pavillons individuels, en R+1, dans lequel c'est de l'ossature bois, des matériaux biosourcés. Mais là, on a intégré la terre crue, et également dans une résidence sociale de 14 logements, où on a intégré aussi les qualités de la terre crue.
Donc, tout ce projet s'est orienté sur des valeurs que l'on voulait mettre en place, les valeurs écologiques, les valeurs économiques également, des appartements à ventilation naturelle, et également, il fallait gérer aussi le coût pour pouvoir arriver, comme je disais tout à l'heure, à trouver des loyers modestes pour les logements. La conception, donc on est parti sur exploiter les gisements les plus proches, sur le Barp. Et avec le réchauffement climatique, l'architecte a travaillé également sur les orientations de tous les bâtiments, de façon à ce qu'il puisse y avoir une inertie thermique, un défaçage, une ventilation naturelle, une valeur d'usage apportée aux locataires aussi, donc l'implantation qui est quelque chose des espaces dans lesquels ils peuvent échanger et avoir un confort d'utilisation dans les logements et l'utilisation des espaces verts en périphérie. Ça c'est la même. Ouais. Et donc, pour pouvoir arriver à réaliser tout ça, on a choisi de lancer un appel d'offres en conception-réalisation parce qu'il fallait trouver un groupement, une entreprise qui puisse réaliser, mais aussi une équipe qui puisse concevoir et travailler sur la terre crue. Donc, on est parti avec une entreprise générale qui était mandataire de tout le projet, Pyrénées Charpente, et avec une maîtrise d'œuvre, donc le bureau d'architecte Dumont-Legrand Architecte, le bureau d'études Ecozémut et le paysagiste Pollen, dans lequel on avait 180 degrés, qui sont assez connus dans ce coin-là, Socotec également, le CSPS. Et on a recherché quand même des gens et des bureaux d'études qui maîtrisaient déjà la terre crue à leur niveau. Et dans toute cette conception, il y avait les bureaux d'études, mais on avait aussi un point particulier qui était l'assurance, puisqu'on construisait dans une technicité non courante. Et donc là, vous savez que les assureurs sont très regardants par rapport à ça, et il faut leur montrer page blanche et que tout va bien du début jusqu'à la fin. Donc il fallait savoir quelles étaient leurs demandes au niveau des assureurs et comment on pouvait répondre à leurs demandes, autant que nous, en tant que bailleur social, mais toute l'équipe du bureau d'études et l'équipe de construction, l'entreprise mandataire du programme. Donc ça a été beaucoup d'échanges que l'on a fait avec eux pour arriver à leur donner satisfaction. Et notamment après pour en sortir l'assurance des hauts, donc en termes d'acoustique, de stabilité, la tenue au feu également, la stabilité mécanique, puisque ici on est en R+3 sur cette réalisation. Et il fallait faire valider tout ça et par le bureau de contrôle et par les assurances également. Donc la réalisation, voilà une vue, on va dire, vue d'en haut, comme on dit, où après avoir résolu tous ces problèmes-là, et on a déposé le permis de construire en juillet 2020, une année fabuleuse, si tout le monde s'en souvient, et on a pu démarrer les travaux qu'en mars 2022, et on a livré cette réception qu'en septembre 2024. Voilà la brique de terre crue sur laquelle on a travaillé. Donc, au départ, on a fait beaucoup de travail avant la conception et de pouvoir lancer la consultation. En interne, avec l'aménageur de la ZAC, donc Aquitanis, le service de la ZAC, a travaillé, a fait différents essais pour savoir comment la terre pouvait se comporter, comment on pouvait la mettre en place, si c'était en enduit, si c'était cru, si c'était cuit, avec quels matériaux la mélanger. Et nous, pendant la période de conception-réalisation avec les équipes, il y a eu également beaucoup d'essais qui ont été faits pour savoir comment on allait l'utiliser. Et on en est ressorti à choisir d'utiliser la brique de terre crue, donc sous cette forme-là. Elles font 10-10 par 40 de long. Un choix esthétique, technique aussi, et de mise en œuvre. Et elle a été utilisée en intérieur,
donc sur les murs périphériques des logements et des maisons individuelles, mais on les a mis en intérieur et en horizontal. Et ces briques-là sont mélangées avec de la chèvre-note, pour pouvoir avoir une meilleure résistance et de façon à ce qu'elles puissent avoir cette finition-là. Et la chaîne-vote, aussi, c'est un travail parce qu'une fois mélangé, mais il y a eu aussi beaucoup de recherches pour savoir quelles étaient les dimensions, comment les couper, les longueurs pour pouvoir la mélanger à la terre et de façon à ce qu'elle soit efficace autant en finition comme ça, qu'on ne les voie pas trop, mais qu'en plus, quand on fabriquait ces briques-là, les coupes puissent être sans accrocher également. Donc voilà les façades. Donc, on est en R+3 et on peut voir que tout est en ossature bois. On est parti sur, je reviens en arrière sur quelque chose, la photo vue d'en haut, je ne la trouve plus. Elle est là, où on a plusieurs grappes qui ont été faites ici, avec une partie centrale ici, qui est la desserte des logements qui sont autour et qui a été demandée et fait en béton pour une question de sécurité et de pouvoir que si jamais ça prend feu, au moins le béton puisse partir, enfin résister, que les locataires puissent partir par quelque chose où il n'y a pas de flamme directement. Donc ça a été effectivement conçu là au-dessus avec le SDIS. On a travaillé dessus aussi avec eux. Et donc il y a des façades, comme vous le voyez, qui ont été orientées. On a utilisé du bardage au bois sur certaines façades. On a alterné aussi avec des façades en enduit. Et tous les isolants sont mais ça, M. Legrand vous en parlera tout à l'heure, biosourcés, laine de bois, chambre également, et de la paille aussi en toiture. Et chaque logement a son extérieur avec des balcons et des terrasses extérieures. Des petits jardinets, donc là pour les maisons individuelles, chacune ont leur petit jardinet. Et les menuiseries sont en bois mixte, alu à l'extérieur et bois à l'intérieur. Et dans la conception, donc là, pour le coup, ça c'est les maisons individuelles, où vous voyez sur les murs extérieurs, on a conservé le bois aussi. On a travaillé avec du CLT aussi en plafond pour les étages. Et la brique de terre crue que l'on voit ici tout en périphérie, pour garder tout ce côté chaleureux. Et l'utilisation de la brique qui permet de régler toute l'hygrométrie aussi dans le logement. Ça, c'est par exemple pour les chambres, à l'intérieur des chambres également. Suivant comment elles sont exposées, elles ont 1 ou 2 murs avec de la brique. On a construit également une résidence sociale, un foyer, dans lequel là, on a une salle de réunion, où là, pareil, on a conservé la terre et les bois qui sont... Et ça, c'est les logements du foyer, donc qui sont aménagés comme ceci, où la terre reste apparente dans ces logements-là. Et ça, ce sont les logements, donc les autres logements familiaux qui sont plus classiques, avec toujours sur ossature bois avec l'isolation biosourcée et l'intérieur en finition placo. Voilà. Ok, on y est, pardon. Quel sens à la matière? C'était le petit titre que j'ai voulu donner à la présentation d'aujourd'hui. Les biosourcés et les géosourcés, ça nous intéresse. Ça développe une curiosité à l'agence. Et le but du jeu, c'est de vous présenter... pourquoi, vous dire les raisons pour lesquelles ça nous intéresse et pourquoi on pense que cette matière spécifique, elle a beaucoup de sens aujourd'hui. Je suis le dernier à parler, donc ne dormez pas s'il vous plaît, je vais essayer de faire court et on essaiera d'échanger. Voilà, déjà peut-être pour me présenter, présenter l'agence Dumont-Legrand. Moi je suis ingénieur en fait à la base. Donc j'avais une petite appétence pour la technique, la mise en œuvre, la matière. Donc on a eu, avec mon associé Grégoire, beaucoup de nos premiers projets, cette envie de tester des matériaux différents
pour ce qu'ils amènent comme critères plastiques, on va dire, peut-être en premier lieu. Je pense que c'était nos interrogations, c'était celle-ci. Le bois évidemment déjà, mais pas que. C'est un projet de préau à Versailles qui nous a déjà amené à voir que dans ce matériau qui est filaire en fait, hein, c'est un tronc, c'est quand même un matériau filaire, bah, ça amène une plastique particulière qu'on a travaillé, mais on n'a pas travaillé que ce matériau-là, on a aussi travaillé sur la brique, la monobrique, juste pour ce qu'elle est, brute Cholet, sur le bois brûlé. Léa nous en parlait tout à l'heure. Là, c'est pas du bois brûlé, c'est plutôt de la résine de pin qui est utilisée d'ailleurs. Donc c'est vraiment cette idée de travailler la matière pour ce qu'elle est et d'amener une esthétique particulière. Et puis on a eu une rencontre avec un autre ingénieur, Laurent Mouly, et au travers de laquelle on a découvert un autre matériau qui était le béton de chanvre, avec des caractéristiques assez particulières, notamment en termes de confort, de ressenti, avec quelque chose qui était assez tellurique, qui nous a un peu interrogés et nous a amené à considérer la matière à la fois sous des traits plastiques dont on est friand en architecture, mais aussi sous d'autres angles. Et notamment sur un premier chantier sur lequel on s'est rendu compte que ça trouvait quand même une résonance à la fois aussi dans la technicité qu'ils mettent en œuvre, qui sont nos partenaires, qu'est-ce que ça amène. Et voilà. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que cette matière, elle prenait un sens nouveau qui nous plaisait bien, et notamment dans un projet assez contraint de logement en vallée de la Bièvre. On était au pied de la Bièvre, qui est donc une rivière qui est un site classé. Donc on était en commission des sites. En plus, on était dans un vieux village. Donc on était finalement assez bridé sur l'architecture. Et il y avait et au travers de la mise en œuvre de ce matériau, le béton de chanvre, on s'est aussi rendu compte qu'une architecture qui était silencieuse sur le plan architectural, ben, elle pouvait aussi véhiculer pas mal d'autres messages sur le sens de la construction. Voilà. Dernier exemple de notre première école qu'on a réalisée en bois, où on avait déjà un peu cette petite expertise de bois au travers de projets plus mineurs, et où on a réussi à mettre en œuvre le bois sous différentes formes, sous plancher collaborant, structure bois, poteau-poutre, etc. Donc dans une vision assez complète des différentes technicités du bois. Et maintenant, je vais aborder le projet de Biganos, qui arrive donc une grosse dizaine d'années après nos débuts. Et donc, je ne vais pas tellement parler de bois, même s'il y en a beaucoup à Biganos, mais plutôt essayer de vous présenter la terre, dont a déjà pas mal parlé Christophe Sarrazin. La terre, c'est donc une autre filière. On a une digne représentante de la filière bois. Vous aurez plus de mal à voir des représentants de la filière terre. Voilà. C'est quand même une filière qui est beaucoup moins mature, et vous allez découvrir pourquoi dans le projet. On est donc Biganos, Porte du Bassin. Je ne vais pas représenter la ZAC, l'investissement. Peut-être juste un truc, c'est que cette ZAC, vous voyez quand même à quel point elle est morcelée. Et donc il y avait un souhait de la part du maire qui était aussi une maîtrise foncière. Le bassin d'Arcachon, c'est un territoire qui attire beaucoup, et donc qui attire aussi les convoitises de promoteurs. Et donc la crainte du maire, c'était de voir complètement échapper la maîtrise foncière, et notamment avec l'arrivée de la gare TGV, qui était un point crucial du développement, puisque aujourd'hui, Biganos est à 2h30 de Paris, c'est ça ? 2h30 de Paris, donc forcément, ça crée une attractivité territoriale qui est complètement différente, et qui amène aussi une autre équation, c'est qu'on est dans le territoire du bassin, avec des registres de construction qui sont des registres de construction très basses, R+1, R+2, quand vraiment ça monte très très haut, et une densité finalement un tissu assez lâche. Donc on est arrivé, le programme qui a été conçu par Aquitanis, évidemment, il arrivait avec cette idée que la densité allait nettement augmenter. Voilà. Donc 93 logements sur
une parcelle moins grande que le plus grand des îlots de Biganos, le plus grand, par exemple, que cet îlot-là qui réunissait à lui seul beaucoup moins de 93 logements. Donc on voit cet effet de densification. Donc pour parler un petit peu de notre mode d'intervention, je dirais que nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est faire en sorte que la densité perçue, c'est la façon dont on perçoit la construction sur site, soit la plus faible possible pour restituer cet esprit en tout cas, pour essayer de définir un projet qui soit cohérent dans son contexte et qui soit à la fois justement cette confrontation entre l'attractivité territoriale, la proximité de la métropole et en même temps les qualités qu'on a, les qualités de vie qu'on a sur les bassins et les qualités d'usage et la densité qu'on peut avoir. Donc, Christophe a présenté un peu le projet dans ses grandes lignes. Je vais pas revenir dessus. Je dirais juste que dans la façon dont on a associé les choses, c'est vrai qu'il a parlé des grappes, on a introduit les parties communes à l'intérieur des îlots, et finalement, tous ces logements ne sont que des petits empilements de logements identiques, ce qui donne cette agglomération. On les a très légèrement tournés pour faire en sorte que chacun d'eux bénéficie d'une orientation assez optimale, de telle manière qu'on arrive à installer les pièces de vie principales dans les angles, qu'on ait des longueurs de vue, qu'on limite les effets de masque. Voilà, donc pour développer un peu les principes bioclimatiques que Christophe a amenés. Voilà, donc ça, c'est les images du projet avant qu'il soit réalisé. Et maintenant, je vais parler plutôt de la terre, puisqu'on était effectivement en conception-réalisation. Donc le propre d'un marché en conception-réalisation, c'est de définir la technique du projet en même temps qu'on définit l'architecture. Donc l'architecture, je suis passé assez vite dessus, mais je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus la technique, bien que ça se rejoigne. Christophe vous a présenté un peu les choses. Il y a eu beaucoup de travaux faits en amont, et notamment des travaux faits par Amaco. Amaco, c'est un organisme de recherche qui est implanté dans la vallée lyonnaise, qui a une grande longueur d'avance sur la terre crue, et qui avait développé un ensemble de solutions qui étaient liées à la terre locale. Or, la terre locale a une particularité, ce sont des argiles fines extrêmement pures. Voilà, c'est des argiles qui sont pures à 95%. Donc, ils ont développé autour de ça l'idée de faire de la brique extrudée avec la briqueterie du Barp, des panneaux d'argile et des bétons de site ou des bétons d'argile, quoi qu'on les appelle, c'est à peu près la même chose. Mais avec cette idée donc de décliner un peu les familles. Il y a eu une expo qui a restitué un peu ce travail. Et nous, au moment où on lance le concours, en fait, c'est le moment de l'expo. Et donc, on a déjà un peu ce répertoire qui est en face de nous. Et on décide de ne pas l'utiliser. Donc, nous, ce qui nous a, je vous ai montré un peu le cheminement de l'agence. Le béton de chanvre, c'était vraiment un des moments assez fondateurs de notre démarche. On a réitéré l'essai. Et donc, on est arrivé sur ce projet avec une expérience qui était que le béton de chanvre, qui est donc un mélange entre la Chunvote, la troisième fois qu'on vous le dit, il faut le retenir, entre la Chunvote et de la chaux. Nous, on s'est dit, tiens, si on retire la chaux et qu'on met de l'argile à la place de la chaux, est-ce qu'on n'a pas là un liant qui nous permet de faire un béton de chanvre à partir d'argile? Donc, on s'est posé des questions et on visite le site de l'entreprise Pyrénées Charpente, qui était notre partenaire. Et on voit des déchets de bois, des bennes entières remplies de copeaux. On dit, OK, nos déchets sont nos ressources. Évidemment, on a prototypé pendant la phase concours. Et on s'est dit, utilisons les déchets de bois, on va mélanger tout ça et on va avoir une solution la plus vertueuse qui soit. Manque de bol, c'est pas tout à fait... Enfin, manque de bol, ça, c'est pas tout à fait fait comme ça. On a fait tester pas mal d'essais et en fait, le bois n'a pas autant de caractéristiques positives que ne peut en avoir la Chunvote, notamment pour piéger l'air, on va dire, et donc pour jouer son rôle d'isolant qu'on lui demandait de jouer ici. Mais l'idée, que j'ai pas dite, mais qui va de soi, le béton de chanvre, c'est donc un mélange qu'on projette entre ossature bois. Donc notre idée, c'était bien évidemment, puisqu'on était avec un charpentier, de monter un projet en bois et de venir remplir les ossatures avec du béton de chanvre à partir d'argile. Voilà. Donc on a
prototypé, on a gagné le concours sans avoir complètement abouti nos réflexions. Et j'insiste un peu en fait sur cette démarche parce que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est cette phase expérimentatoire. Elle est vraiment, comment dire, fondatrice de toute la démarche. C'est-à-dire la terre allégée, c'était quelque chose qui existait un peu en Allemagne. Il n'y a pas de guide, autour de ça qui existait en France. Il y a très peu de doctrine en fait plutôt. Et donc, il y avait vraiment ces phases d'expérimentation et c'était fondamental puisqu'il fallait tester à la fois les caractéristiques de la matière, les possibilités de sa mise en œuvre, tester tout ça dans un système mixte. Pyrénées Charpentes est basé à Goos-Vidalos, donc un peu plus au sud d'ici. Le chantier, il est un peu plus à l'ouest d'ici. Donc il y avait ces notions de transport. Bref, tout ça, ça faisait un ensemble de choses qu'il fallait tester pour venir à bout de la démarche. Donc on a fait pas mal de phases d'expérimentation pour finalement se rabattre sur quelque chose d'assez logique, la terre du Barp, partant du constat qu'en fait on avait quand même beaucoup de mal à développer une filière humide, le béton de chanvre, dans une filière sèche pour des problématiques notamment de cadence, de séchage. Voilà. Donc c'est ce qui nous a conduit à finalement retenir la brique de terre crue qui finalement était le mélange qu'on souhaitait depuis le début, mélangé à de la chaîne vote, mais dans des proportions complètement différentes. C'est-à-dire que là, on a plutôt cherché à gagner de l'inertie pour corriger la problématique des structures bois, qui est de finalement avoir assez peu d'inertie et donc d'être plus soumise aux variations de température, on va dire. Voilà. Donc ça nous a... Vous voyez, le projet en image, pour revenir sur ce qui a été dit, effectivement, c'est qu'on peut très bien avoir de la structure bois et ne pas avoir de vêture bois, ou un mix des deux. Rapidement, les parties communes qui n'avaient pas été montrées, donc comme l'a dit, en béton, et puis ça donne ça dans les logements. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'on en a aussi mis dans les murs de refend. Donc on a à la fois les murs de façade et les murs de refend. Et donc ce que je voulais dire, c'est comment se construit la filière, c'est important. La ZAC, c'est un temps long en fait. C'est ce que ça nous a permis. Il y a eu un précédent en fait. Avant nous, il y a eu un premier projet qui avait été fait, dans lequel il y avait eu un peu de terre crue. On est arrivé, je pense qu'on en a mis beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment, en incrémentant la notion de la terre crue dans une ZAC, on arrive à profiter d'un temps qui est très long. Le temps de la ZAC, c'est 20 ans. Comment on arrive à faire en sorte qu'on fait progresser les choses. Donc on est parti vraiment d'une situation en 2019 où la terre crue dans la Nouvelle-Aquitaine, c'était pas ça, à quelque chose qui est entièrement différent. Aujourd'hui, il y a des essais qui sont faits sur la terre crue issue du dragage des bassins, du dragage de la Garonne, etc. Donc il y a une vraie progression. Et même nous, dans nos démarches, on a continué en fait à expérimenter. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, la terre du Barp, elle a un problème, elle est grise, c'est gris-béton. Ça pose des problématiques. Il y a des projets qui sont refusés pour ça. Qu'à cela ne tienne, on va essayer de la développer différemment. Et on a embrayé sur un autre projet, une crèche à Saint-Médard, pas très loin, dans lequel justement on essaie de corriger ces problématiques en jouant d'effets entre la terre crue et la terre cuite, en essayant de travailler avec la briqueterie du Barp sur des terres pigmentées qu'on a finalement partenues sur ce projet. Mais voilà, donc pour vous montrer ce deuxième projet et comment on arrive à tisser au travers du temps cette notion de filière. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce matériau terre, donc construire avec les matériaux bio-géosourcés, en termes d'esthétique, pour un architecte, ça induit des choses particulières qui sont très difficiles à dire. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu une hégémonie d'un matériau qui était le béton, qui est encore très présent. On est dans une salle qui est entièrement réalisée en béton, à part son faux plafond, si je ne me trompe pas. On voit bien que c'est une esthétique particulière. Et je pense que ce qu'amène la notion de matériaux biosourcés, c'est peut-être l'ancrage du projet dans son territoire. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée qu'on a vue aujourd'hui, qui a été présentée avant nous, etc., c'est l'idée que finalement, dans notre démarche d'architecte, de constructeur, de concepteur, particulièrement, c'est encore plus vrai quand c'est associé en conceptualisation, mais c'est d'aller chercher là où il existe le matériau avec lequel on peut construire pour retrouver une cohérence qu'on avait un peu perdue, qui est une cohérence territoriale. Donc tout ça pour dire, en fait, je ne sais pas s'il existe une esthétique particulière des matériaux biosourcés. Voilà 3 projets, et voilà leurs 3 résolutions techniques avec des matériaux. On voit bien que
ça aurait été difficile de présager lequel utiliser lequel. Il y a aussi une autre notion qui nous tient à cœur, donc, qui est un peu cette idée qu'on part du paysage avec les biosourcés. On a beaucoup parlé du bois, on a parlé des forêts, on a parlé de la monoculture, donc c'est quand même un élément important. On n'a pas parlé, mais c'est de la monoculture, c'est aussi des arbres alignés, c'est de la plantation alignée, de la sylviculture, on est vraiment dans l'idée de la culture. La terre, c'est aussi vrai, c'est-à-dire que quand on a de la terre, pour avoir de la terre, il faut aller la chercher. Quand on va la chercher, on creuse. Quand on creuse, on crée des lacs. Donc on intervient sur finalement on façonne, on voit bien qu'il y a une action anthropique sur la question du paysage, tout ça pour aboutir à une autre action anthropique qui est le paysage urbain, c'est-à-dire la résolution du bâtiment dans la ville. Et ça, évidemment, ça nous intéresse, et c'est aussi valable pour le béton de chanvre, c'est-à-dire que le chanvre, c'est des champs, ça entretient les campagnes, etc. Donc ça fait vivre un tissu rural notamment, auquel on accorde de l'importance. Et donc c'est je pense, un point de vue assez important dans la façon d'aborder les choses à l'agence. Et puis je vais, alors rapidement, parce que je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais dans ce cadre-là, on fait une exposition à Arc en Rêve pour montrer aussi la relation. On a eu beaucoup de matériaux biosourcés dans ce projet. Il y a de la paille, il y a du bois, il y a de la terre. Et puis il y a d'autres matériaux. Voilà, il y a du béton et il y a d'autres matériaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, en termes de volume, on voit bien que les matériaux biosourcés, alors c'est un peu flou, mais je vous le dis, paille, terre, biosourcés, les isolants biosourcés, pardon, le béton, le bois, et on voit bien quand même que la majeure partie, 1, 2, 3, 5, ces matériaux biosourcés, ça représente un énorme volume du projet. Et à l'inverse, ces mêmes matériaux, quand on les prend en termes de bilan carbone, finalement, c'est celui qui est utilisé en plus faible, qui a le plus gros bilan carbone. Pourquoi ? C'est tout ce qui vient de la Chine, la machine, en gros. Et puis, donc cette relation, elle nous interroge sur la distance parcourue, la mise en place des matériaux biosourcés. Ça nous permet aussi de travailler en circuit court. Attends, juste, ça c'était à l'échelle d'un projet ? Ça, c'est le projet de Biganos. C'est-à-dire à l'échelle du projet de Biganos, vous avez la quantité de matière, le poids que ça représente, la distance qu'il a fallu parcourir pour arriver à mettre en place cette matière, et du coup le poids carbone incident. Voilà. C'est pour donner une image qui parle plus souvent que la tonne équivalent carbone ou pétrole. Voilà. Et ensuite notre idée à l'agence, c'est de raisonner global, c'est-à-dire qu'un matériau, c'est bien, mais ça ne vient pas seul, en fait, ça s'accompagne. Donc, par exemple, ici, une école à Saint-Denis sur laquelle on a travaillé. Donc, il y a évidemment tout ce volet carbone, l'aspect accompagnement de la transition énergétique, essayer de raisonner de manière frugale quand on utilise des matériaux qui coûtent relativement cher. On parle de coût global. Okay, allons au bout de cette démarche du coût global. Comment on arrive à faire en sorte qu'on puisse mettre, par exemple, de la ventilation naturelle pour faire en sorte qu'on ait une rusticité des systèmes, on va dire, qui permettent de garantir la pérennité des ouvrages. Moi, je crois beaucoup en l'idée que ces matériaux-là, ils nous aident aussi à mieux construire, à construire de manière plus pérenne dans le temps et à faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'entretien sur les bâtiments. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la démarche dans laquelle on travaille aujourd'hui, pour essayer de les accompagner. Voilà. Donc là, on voit le principe du schéma de la ventilation naturelle, avec un préchauffage de l'air qui s'effectue sous le bâtiment, puis ensuite on le remonte et on profite des effets de convection pour aller ventiler naturellement les salles de classe. Alors je fais un petit retour. Et enfin, il y a aussi une dernière, je déborde de 1 minute, c'est l'émulation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui, pour laquelle on se déplace pour parler et pour laquelle on travaille à l'agence. Je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, il y a une transition qui s'engage, il y a la volonté d'une génération de changer les choses, et clairement, nous, on le perçoit à l'agence, que les gens qui viennent travailler, en fait, ils arrivent avec des exigences, en fait. Ils ont des exigences, non pas salariales, c'est pas celle-ci dont je voulais parler, mais vraiment de travailler sur des sujets qui les amènent à changer les choses, quoi. C'est l'espoir qu'on peut arriver à faire évoluer les choses, et c'est assez porteur d'une énergie positive dans les équipes.
Voilà. Réponse aux questions. Laetitia Cosmina, agence SLK Architecte. Je voulais savoir le prix au mètre carré de l'opération de Bizanos et si c'est quelque chose que vous allez reproduire et vous appuyer sur tous ces certificats, les validations que vous avez pu élaborer pour ce projet. Ça, par exemple, c'est une continuité, ensemble. C'était là. Vous vous reconnaissez ou pas? Alors, vous la connaissez, Christophe la connaît peut-être pas, mais ce projet-là, quand on est en train de développer, il se fait avec l'OPH de La Rochelle. Et l'aménageur, c'est Aquitanis. Donc, il ne le sait pas, mais voilà, bien sûr, on essaie, évidemment, nous, c'est pas un projet. Enfin, j'ai pas pu présenter beaucoup de projets aujourd'hui, mais dans chacun de nos projets, on essaie d'engager ces démarches à l'échelle de... Et comment dire, ici, par exemple, Aquitanis a porté une démarche. Quand je parlais de démarche globale, il y a aussi ça. C'est-à-dire que là, Aquitanis a porté une démarche qui consiste à dire, OK, on met tout à plat, on réunit les archis, on réunit les concepteurs, c'est pas que les archis, de différents groupements, on missionne tout le monde en même temps et on vous fait cogiter sur la façon dont vous allez vendre, donc en conception promotion, comment vous allez vendre, logement participatif, comment vous allez construire, atelier de construction sur les matériaux, comment vous allez être mobile, atelier sur la mobilité, comment vous y répondez, etc. Donc en gros, Aquitanis a institué des chapitres de réflexion qui ont été pensés par un ensemble de groupements de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'œuvre urbaine pour essayer d'aboutir à un résultat cohérent. Ici, par exemple, là, on est en paille hachée. L'idée, c'était quoi? C'est de dire qu'il y a un nouveau système constructif. Pour le pousser, il faut un effet de masse. On construit toute la ZAC. Enfin, tout le monde retient le même système constructif. Tout le monde n'était pas d'accord, mais tout le monde a joué le jeu. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est parti pour construire en paille hachée, en ossature bois, avec du remplissage en paille hachée. Voilà, donc moi, c'est mon élément de réponse. Oui, alors effectivement, toute cette conception, donc sur la ZAC déjà de Biganos, on a à Aquitanis un autre projet de construction de logements, en terre également. On fait une nouvelle résidence de 40 logements à peu près que l'on va construire et on se base sur toutes les études que l'on a fait auparavant sur la résidence Terra et Silva Bouyenne. La résidence Terra et Silva Bouyenne, c'est un projet qui a coûté environ, tout compris les études et tout ça, entre 14 et 15 millions d'euros sur l'ensemble. Et ramener ça à un coût au mètre carré, parce qu'on a fait 6600 ou 6700 mètres carrés de chab, ça nous donne un coût de construction aux alentours de 2000 euros le mètre carré. Moi, j'ai 1975 en tête. Voilà, beaucoup plus précis, hors taxe. Hors taxe du mètre carré. Tout à fait. Tout mouillé. Exactement, sans compter les bureaux d'études, maîtrise d'œuvre, etc. et tout à côté. Et donc, pour arriver quand même à pouvoir construire cette résidence à un coût de 14 millions, on a eu quand même beaucoup de subventions, notamment du département de la Gironde, du conseil régional également. Et grâce à eux, on a pu boucler notre opération. Ouais. Ça, c'est le coût ramené au mètre carré construit de la chaîne? D'accord. Oui, le chab. De chab, surface habitable. surface habitable, coût de construction pur, pas le prix de revient. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et le prix est quand même Juste une question technique, Svetla Schaff, mairie de Dax, donc maîtrise d'ouvrage, on va dire. Quel est le type de couverture et pourquoi ce choix? Alors, ça va être très simple. Le type de couverture, c'est du bac acier. Pourquoi ce choix? Pour être pas cher. En gros, le coût hors taxe, 1975 euros hors taxe du mètre carré pour arriver à réaliser une opération avec autant d'ambition, c'est quand même un coût extrêmement maîtrisé. Je ne savais pas que Aquitanis avait la connaissance d'autant des difficultés avant de lancer. La raison pour laquelle on est en conception-réalisation, c'est évidemment une maîtrise du risque, je pense. Une maîtrise du risque, du coût et des délais.
sur une aventure qui n'était quand même pas complètement maîtrisée avant de la lancer. Et donc évidemment, il y a des choix stratégiques qui sont de faire en sorte que ce soit relativement économique sur certains postes pour arriver à en financer d'autres. Enfin, un projet, c'est des choix, quoi. Voilà, donc faut les opérer. Et la conception-réalisation a permis justement de maîtriser et le coût et la réalisation, et surtout aussi la conception, de savoir comment utiliser la terre et comment la mettre en place, à quel moment, et pour bien concevoir ces logements-là. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Je suis désolée, on est tenu par le temps. On va devoir se quitter avant de partir en visite. Je vais inviter Dominique Degos, la présidente du CAUA des Landes, à vous dire un rapide mot de conclusion. Oui, merci. Alors moi, juste en conclusion, je voulais surtout remercier nos intervenants parce que je crois que la qualité était réellement présente et on a cherché à vous proposer des exemples inspirants. Je crois que ce qu'il faut retenir également, c'est, ça a été dit, l'exemplarité de la commande publique qui doit absolument être présente parce que c'est les élus qui ont en jeu et les moyens de pouvoir développer ce type de construction avec ces matériaux locaux et également promouvoir une économie et des retombées sur le territoire, parce que ça, je crois aussi que c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Il y a un paramètre sur le bois qui n'a pas été évoqué, mais qui avait été évoqué lors du Matin du bois que nous avons reçu au CAUE au mois de septembre, c'est le bien-être qui est procuré par ce matériau. Et les Japonais l'ont vraiment mesuré. Quand il y a à la fois la vue, l'odeur et le relief qui se superposent, le bien-être des habitants est nettement, je dirais, supérieur à ceux qui ne vivent pas dans un environnement bois. Donc je crois que c'est un paramètre très, très important. Pour ceux qui voudront voir ou revoir cette intervention, il y a une captation vidéo, donc le montage sera fait et vous pourrez sur le site du CAUE voir le compte rendu de cet après-midi, ainsi que les précédents qui ont été mis en œuvre. On vous donnera rendez-vous en 2026 à partir du 2e trimestre pour vous proposer de nouvelles rencontres aussi inspirantes, on l'espère. Voilà. Et pour terminer, donc, je vais vous inviter à vous lever pour aller voir Xylomat 2 avec nos guides. Merci encore à vous et bonne fin d'après-midi et bonne visite.